Bien, quand j'ai préparé cette intervention, je me suis dit que je pourrais peut-être déroger à une vieille habitude et pour une fois prendre appui pour vous parler du pouvoir des images sur quelques images. Puis non, j'ai décidé que non, décidément, après tout, jeûner d'images pour parler des images, c'était peut-être tout aussi bien. D'échapper à leur pouvoir fascinateur en acceptant le détour d'une parole qui parle de l'image, après tout, c'était peut-être aussi un exercice salutaire. Alors je me suis dit après que je pourrais peut-être même me passer de parole, mais alors s'il n'y a pas d'image et pas de parole du tout, là ça devient vraiment spartiate quand même. Hein. Alors ceci dit, j'ai cru comprendre que des images, il y en aura quand même, mais après coup, puisque il ne vous a pas échappé que la conférence de ce soir est filmée. On pourrait partir d'un lieu commun et reconnaître simplement que notre société, et il n'y a rien d'original dans ce que je vais dire là, est une société de l'image. C'est l'une des façons, en tout cas, dont on la définit, dont on la présente assez souvent. Et quand on présente notre société comme une société de l'image, c'est sans doute parce qu'on pense, bien évidemment, à certains journaux, on appelle parfois des tabloïds, à la télévision, aux affiches qui inondent nos espaces urbains, à la publicité sous toutes ses formes, aux jeux vidéo avec lesquels nos enfants, et pas seulement nos enfants d'ailleurs, passent parfois de plus en plus de temps. Mais malgré tout, l'expression société de l'image ici ne nous éclaire pas véritablement, elle ne nous apprend pas grand-chose. Et il faudrait par conséquent se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une société de l'image? Et dès qu'on se pose cette question, qu'est-ce qui fait qu'une société peut être désignée comme une société de l'image? Eh bien, on découvre quelque chose qui, à première vue, ne va peut-être pas de soi, c'est que toute société, sans exception, me semble-t-il, est structurée par des images qui font sens en se déployant dans des œuvres. Il n'y a pas de société sans images, et à ce titre, toute société, d'une manière ou d'une autre, est une société de l'image. Et dans toutes ces sociétés, l'image n'est pas simplement ce qui fascine, ce qui est déployé au regard de tous. Elle se déploie dans des œuvres, vous disais-je, pensons aux fresques, par exemple, que l'on trouve dans certaines grottes, telles que celle de Lascaux, dans des peintures. Mais ces images peuvent se déployer aussi dans des mythes judéo-chrétiens, tels que celui du Jardin d'Éden, par exemple, des mythes grecs, comme celui du cheval de Troie, des mythes assyro-babyloniens, dont l'Enuma Elish, par exemple, est rempli. L'image, et je crois qu'il faut partir de là, a donc d'abord une fonction civilisatrice. On ne peut pas imaginer, me semble-t-il, que nous ayons pu accéder à l'humanité sans cet accès à l'image. Elle est un produit du sens commun qui se manifeste sous la forme d'un imaginaire commun. Qu'est-ce que c'est que se reconnaître culturellement membre d'une même société? C'est reconnaître un imaginaire commun qui informe ceux que nous sommes. Imaginaire occidental, oriental, imaginaire des aborigènes australiens, imaginaire des Indiens des plaines, imaginaire des pygmées, enfin de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de société qui ne puisse se penser et se reconnaître, ou dont les individus, dont les membres ne puissent se reconnaître culturellement liés, sans se référer ensemble à un imaginaire commun, c'est-à-dire à des images communes. Mais si l'image a une fonction civilisatrice, si elle est au principe de toute culture, elle ne remplit pas sa fonction civilisatrice n'importe comment et à n'importe quelle condition. Elle ne remplit sa fonction civilisatrice qu'à être relayée soit par la parole, soit par l'œuvre. Soit par la parole, par exemple le mythe. Le mythe prend le relais de l'image pour la structurer, lui donner sens et l'intégrer dans un imaginaire commun.
soit à travers l'œuvre d'art par exemple, qui produit le même type de relais pour inscrire l'image dans un espace culturel où elle peut faire sens. L'image n'a donc pas le moyen par elle-même de déployer cette puissance qui est la sienne. Elle ne peut déployer cette puissance qui est la sienne qu'à être relayée par ce que nous disons ou par ce que nous faisons. Mais c'est pour cette même raison, en même temps, que derrière tout ce que nous disons quand nous parlons vraiment, et derrière tout ce que nous faisons et accomplissons quand nous œuvrons vraiment, se tient derrière tout cela la puissance propre de l'image. À ce niveau, l'image n'est pas l'image envahissante de nos tabloïds et de nos écrans publicitaires ou de nos jeux vidéo. À ce niveau, l'image devient symbole. Et qu'est-ce que c'est qu'un symbole ? C'est un pont jeté entre l'imagination et l'intelligence. Il y a dans le symbole quelque chose qui est susceptible de faire sens, qui peut être interprété, expliqué, ce qui montre bien que le symbole renvoie à l'intelligence, est du côté de l'intelligence, de l'intellect, si vous voulez. Et en même temps, bien évidemment, il n'y a pas d'ordre symbolique sans un imaginaire commun et partagé, c'est-à-dire il n'y a pas de symbole qui n'ait aussi un pied dans l'imagination. Bref, le symbole est ce qui assure le passage de l'image à l'intelligence. On pourrait le dire très simplement, et c'est ce que disait par exemple Paul Ricoeur à propos du symbole, quand il disait que le symbole donne à penser. Le symbole n'est pas en lui-même, bien évidemment, un concept, il n'est pas de la pensée formalisée et conceptualisée, il n'est pas encore de la pensée rationalisée, mais il est déjà ce qui, faisant signe vers l'intelligence, libère nos capacités intellectuelles, encore une fois, donne vraiment à penser. Le symbole sollicite l'intelligence, là où les images de nos écrans de télévision ou de nos jeux vidéo ont plutôt tendance à la captiver. Cette puissance de l'image symbole, on a pu l'exploiter de façon très ancienne. Depuis, sans doute, que l'homme est homme, qu'il est capable de parler, d'œuvrer, de symboliser, de faire culture, eh bien, il a su déployer la puissance des images dans un horizon symbolique susceptible de faire sens pour notre intelligence. Pensez par exemple à un vieux texte, vous avez tous au moins entendu parler, et peut-être même que vous connaissez tous, l'allégorie de la caverne, que l'on trouve dans le livre 7 de la République de Platon, et qui fait partie probablement du top 10 des textes que n'importe quel élève de terminale a dû voir à peu près dans sa carrière d'apprenti philosophe. Dans cette allégorie de la caverne, il est question de quoi ? De caverne, d'ombre, de marionnettes, d'un feu. Il est question aussi de réalité extérieure, d'arbres, d'oiseaux, de paysages, d'eau dans lequel se reflètent les réalités extérieures. Il est question du soleil. Tous ces éléments, bien évidemment, parlent à notre imagination. Pas besoin, au fond, de comprendre et d'interpréter savamment l'allégorie de la caverne pour comprendre que les profondeurs de la grotte ont quelque chose d'inquiétant, d'angoissant, auquel il s'agit d'échapper. Et que le prisonnier qui échappe de la caverne pour monter vers le monde extérieur éclairé par la lumière du soleil, eh bien, symbolise quelque chose comme une ascension intellectuelle et spirituelle qui nous arrache au monde des illusions. Et que la lumière du soleil n'est pas simplement la lumière de cet astre qui nous réchauffe en été, et en ce moment en hiver d'ailleurs, mais qu'il est aussi bien évidemment le symbole de cette lumière intérieure qui nous donne de comprendre ce que nous voyons, et pas seulement de le voir.
Et donc vous voyez que Platon, ici, n'est pas un iconoclaste qui veut liquider l'image au bénéfice exclusif du concept. Chaque fois qu'il invente des mythes ou qu'il reprend des mythes, il tire parti de la puissance symbolique d'images culturellement enracinées pour nous donner à penser. Encore une fois, il ne s'agit pas pour lui de captiver notre intelligence, cette expression que j'ai utilisée tout à l'heure, de la rendre captive du pouvoir des images. Il s'agit bien de la former, il s'agit bien de l'orienter, il s'agit bien de l'élever, il s'agit bien de lui permettre vraiment de donner sens. Du coup, l'image, à ce niveau de puissance symbolique, comme un pont jeté entre la sensibilité et l'intelligence, n'est pas du tout ce qui masque le réel. Elle n'est pas ce qui se substitue à lui. Elle n'est pas ce qui le remplace. L'image devenue symbole, c'est l'image qui fait signe vers le réel. C'est un pédagogue, comme dans l'Allégorie de la caverne de Socrate et le pédagogue de Glaucon, c'est un pédagogue qui, d'une certaine manière, nous aide à construire un chemin vers un réel qui ne se donne pas comme tel et qui ne peut nous apparaître comme réel que pris en charge par nos structures imaginaires et intellectuelles. J'ai donc tenu au début de cette introduction à dire tout le bien que je pense des images pour que vous ne preniez pas pour un affreux iconoclaste qui, parce qu'il refuse de projeter des images derrière lui pendant ses conférences, n'accorderait de puissance et d'autorité qu'à la seule parole vive. En revanche, ce que je vous ai dépeint là très rapidement et que je reprendrai bien plus en détail dans quelques instants, c'est peut-être plus tout à fait ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien dans nos sociétés dites de l'image, qui ne sont peut-être plus, après tout, des sociétés du symbole. Dans nos sociétés, l'image n'a souvent plus aucune fonction symbolique. Dans nos sociétés, l'image n'est plus toujours, c'est le moins que l'on puisse dire, un pont jeté entre la sensibilité et l'intelligence. Prenons-en quelques exemples très simples. Le peu de sens qu'elle propose, elle l'épuise en s'exhibant. J'insisterai pas trop lourdement là-dessus, mais qu'on pense ici à l'obscénité de la pornographie, par exemple. Il s'agit bien de captiver par l'image, qui, en montrant tout, n'a plus aucun sens à donner. Il n'y a plus rien à penser, il n'y a plus rien à désirer, il y a tout à consommer, y compris la pauvreté d'un sens épuisé, dans un déni total de réalité, puisque le réel, j'espère que ça ne vous aura pas échappé, bien évidemment, n'est pas là. Épuisement du sens. Je vous en prie, alors, n'ayez pas peur d'avancer, il y a de la place encore pour tout le monde. Non, les derniers arrivés, c'est au premier rang. C'est la règle. Bien. Épuisement du sens. Deuxième difficulté sans doute, paralysie de l'intelligence. Le message publicitaire martelé. Les lieux communs d'un animateur télévision à la mode est sans doute surpayé. Le passage en boucle des séquences catastrophes, ce n'est pas du tout ce qui peut nous aider à former notre intelligence. Il y a là au contraire de quoi la paralyser par la répétition insensée d'images qu'aucune analyse, qu'aucun commentaire sérieux, bien souvent, ne vient relayer pour leur donner sens. Là où l'image culturellement intégrée libère des espaces pour l'intelligence,
l'image publicitaire, le lieu commun de l'animateur à la mode, le passage en boucle des séquences catastrophes, ne fait que paralyser notre intelligence en exacerbant une sensibilité qui ne sait plus très bien, après tout, où elle en est. Et enfin, troisième difficulté, ces images auxquelles nous sommes confrontés jour après jour, non seulement ne donnent guère à penser, ne stimulent pas la pensée, mais ce qu'elles stimulent, bien évidemment, c'est plutôt notre désir de consommer. L'image publicitaire n'est pas là pour nous dire ce que sont les choses et comment nous pouvons culturellement et humainement nous rapporter à elles. L'image publicitaire est simplement un stimulus qui n'a pas d'autre fonction que de produire un acte de consommation. Tout est consommé, y compris le sens, et pas seulement la chose. Et enfin, alors que l'image culturellement intégrée dans sa fonction première, si vous voulez, archaïque, primitive, mais dans un sens qui n'a vraiment rien de péjoratif ici, est un chemin vers le réel, nos images contemporaines, postmodernes, dit-on parfois, tiennent lieu de réalité. Elles ne font pas signe vers le réel, elles se substituent d'une certaine façon à lui. C'est réel parce que je l'ai vu à la télé. Et c'est comme ça qu'il faut faire l'amour, parce que c'est comme ça que nous l'avons vu à la télé. Donc la sexualité véritable, c'est celle-ci. Et voilà que le réel est jugé non plus en fonction de lui-même, de sa valeur intrinsèque et de notre rapport à lui, mais par rapport à l'image censée en tenir lieu. Image, on le verra aussi pendant cet exposé, avec laquelle il aura bien du mal à lutter. Eh bien, toutes ces images qui structurent nos sociétés modernes, on le voit bien, ont pour principale difficulté qu'elles ne sont plus relayées par la parole, qu'elles ne sont plus relayées par des œuvres susceptibles de faire sens culturellement, mais qu'elles ne sont relayées que par des émotions. Elles sont relayées par la colère, par la haine, l'angoisse, l'inquiétude, le désir pulsionnel, autant d'affects régressifs qui disent bien précisément ce que ces images elles-mêmes ont de régressif. Vous comprenez déjà, eh bien, que j'ai voulu souligner l'ambivalence de l'image. Elle est la condition originaire de toute culture, elle a une fonction anthropogène, humanisante, civilisatrice, et pourtant, elle est aussi ce qui peut ruiner toute vie culturelle. Ce que je vais essayer de me demander, en tout cas, pendant mon intervention, c'est, mais comment expliquer cette ambivalence? Comment peut-on dire à la fois, il n'y a pas de culture sans image, et l'image a le pouvoir de ruiner toute culture? Comment peut-elle être à la fois l'un et l'autre? Question subsidiaire. N'importe quel apprenti communicant, il y en a peut-être dans cette salle, connaît le pouvoir des images. Pouvoir de mobiliser, pouvoir de produire des effets réactifs, un réflexe de consommation, par exemple, capable de déterminer nos désirs, de les captiver eux aussi, c'est-à-dire de les rendre captifs. Mais ce pouvoir des images, bien évidemment, est lui-même ambivalent, lui aussi. C'est-à-dire que l'image peut tout aussi bien être ce dont la puissance symbolique nous permet de structurer une intelligence autonome capable de ne pas subir la pression des images de masse. Un imaginaire riche et structuré est
paradoxalement me semble-t-il, parfois la meilleure façon de lutter contre l'imaginaire pauvre et débilitant des médias de masse. Donc elle a à la fois une dimension salutaire et une dimension manipulatrice. Elle est à la fois ce qui sollicite des comportements ultra-conformistes et ce qui libère l'intelligence pour la plus grande des libertés. Elle est à la fois ce qui fait de chacun de nous un individu capable de penser, de vivre et d'agir de manière originale à partir de la singularité d'un imaginaire unique, et en même temps ce qui a une incroyable puissance de normalisation, ce qui fait que nous sommes tous les mêmes parce que captivés par le même imaginaire normalisateur. On n'a pas attendu le XXe siècle ou le XXIe siècle pour prendre conscience de cette ambivalence de l'image. Et il me semble même qu'elle est connue depuis longtemps et qu'elle explique peut-être, mais je ne m'engagerai pas trop là-dessus, la tentation iconoclaste, la tentation de rejeter les images, la tentation de les refuser. À ce qu'on trouve, par exemple, dans la tradition de l'islam, c'est une façon de dire, le refus des images dans la tradition de l'islam est une façon de dire, après tout, que le problème avec l'image, c'est qu'elle risque de tenir lieu de ce qu'elle présente signifier, et que quand on substitue, par exemple, à Dieu l'image de Dieu, ce n'est plus de la foi, c'est l'idolâtrie. Quand on substitue à l'homme l'image de l'homme, on n'est plus dans un rapport à l'homme, mais à ce qui en tient lieu. Et donc il me semble que, et on n'a pas trouvé ce genre de choses que dans la tradition de l'islam, bien évidemment, mais il me semble que partout où la tentation iconoclaste s'est manifestée, il me semble c'est parce que, d'une certaine manière, était déjà pressenti le risque lié à l'image. Et donc, l'iconoclasme, c'est bien ceci, le refus de représenter ce qui doit être tenu pour au-delà du représentable, pour laisser place au texte, à la méditation, à l'écriture et au travail de la pensée. Et je ne vous cacherai pas d'ailleurs que même la tradition philosophique, de manière assez massive, a été relativement iconoclaste. Petite histoire, mais ça fait quelques années que l'Éducation nationale essaie de convaincre l'ensemble des professeurs de toutes les disciplines de recourir bien évidemment à l'image, en particulier l'image numérique. On nous a mis partout, dans toutes les salles, des vidéoprojecteurs, des tableaux blancs interactifs, des outils absolument extraordinaires. Devinez à peu près quels sont les seuls professeurs, les seuls enseignants qui ne les utilisent quasiment jamais, peut-être parce qu'ils ne savent pas les utiliser après tout, c'est pas complètement impossible. Ce sont bien évidemment les professeurs de philosophie. Bon, je ne sais pas si cette résistance suffit à faire sens. Bon, elle me plaît bien. Mais allez, tant qu'on résiste, c'est qu'on est encore un petit peu vivant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et là aussi je vais passer très très rapidement, le rejet des images est parfois lui-même phagocyté par un imaginaire qui ne requiert plus de relais langagier. Il me semble, par exemple, je fais allusion ici, par exemple, non pas aux attentats du 13 novembre, mais à ceux de Charlie Hebdo, au mois de janvier de l'année dernière, où, au fond, le refus de toute représentation, le refus de toute image, prend la forme d'une violence extrême, telle que celle à laquelle vous avez été confronté, enfin qui vous a été en tout cas donnée à penser, ou en tout cas au moins à voir, et que le problème c'est que cette violence extrême signifie précisément que ceux qui se sont fait auteurs de cette violence sont eux-mêmes prisonniers d'un imaginaire dont ils sont captifs, qui les met par rapport à l'image caricaturale dans un rapport quasi délirant. Autrement dit, il y a une manière de refuser les images
qui est déjà lui-même une pathologie de l'imaginaire, c'est-à-dire qui relève déjà d'un rapport faussé à l'image. Et quand l'image ne peut plus être relayée par la parole ou par l'œuvre, elle ne peut plus être relayée que par l'acte violent, qui entend la défaire ou alors l'exhiber. Exhibition de l'image ou rejet absolu de l'image sont les deux faces pathologiques d'un même rapport faussé à l'image. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui nous n'allons pas visionner des images, mais simplement essayer de penser ce dont il s'agit. Alors en fonction du temps que j'aurai, parce que je voudrais vraiment essayer de laisser plus de temps que la dernière fois à une véritable discussion, donc essayer de terminer vers 7h30, bon, j'y arrive à peu près jamais, mais enfin l'espoir est permis. Je vais vraiment commencer par prendre au sérieux la fonction civilisatrice de l'image, revenir sur elle pour que vous preniez bien la mesure de sa richesse et de sa puissance. Puis, bien évidemment, je m'arrêterai sur cet imaginaire sans imagination qu'est notre imaginaire contemporain, bien souvent en tout cas, sur ce que j'appellerais l'iconophilie consumériste. Et puis, alors ce sera soit un troisième temps, soit probablement en fait une introduction un peu longue. J'essaierai peut-être de proposer un moyen d'échapper à l'image captivante. Ce serait de me demander ce que peut vouloir dire apprendre à penser sans écran. Voilà. Donc commençons par la fonction civilisatrice de l'image. Et je voudrais commencer par ce qui est une sorte d'évidence, là encore, l'image est bien plus ancienne que le concept. Nous avons appris en Occident à penser conceptuellement, ça s'appelle la philosophie. La philosophie est née vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, quelque part dans le monde grec, mais il est bien évident qu'on n'a pas attendu la philosophie pour penser. On pensait autrement avant l'invention de la philosophie, mais bien évidemment, on pensait. Ce que la philosophie a inventé, c'est la pensée conceptuelle, et seulement la pensée conceptuelle. Et donc, l'élément de la pensée, dans les sociétés pré-philosophiques, dans les cultures pré-philosophiques occidentales, c'était bien évidemment l'image. Mais dire que l'image est plus ancienne que le concept, c'est dire bien évidemment aussi que l'imagination est première par rapport à la raison. Elle prime sur elle, pas tant chronologiquement qu'ontologiquement. Il faut d'abord travailler notre imagination pour devenir intelligent. L'imbécile, c'est celui qui manque d'imagination, d'abord. Et sans une prise en charge éducative de l'imaginaire des enfants, on ne peut pas, bien évidemment, prétendre former leur intelligence. Et on devrait donc en déduire que le premier geste éducatif devrait être celui de former l'imaginaire des enfants, bien évidemment. On ne peut pas devenir intelligent sans une imagination riche et structurée. Et c'est pour cette raison que on peut considérer qu'il y a quelque chose comme, alors l'expression sera peut-être un peu barbare, mais une fondation imaginaire de l'ordre culturel. C'est-à-dire que tout ordre culturel a des fondations imaginaires avant d'avoir des fondations intellectuelles. Et tant mieux. C'est ce qui fait qu'on peut appartenir à une culture sans être obligé d'être un expert intellectuel de cette culture. On peut y trouver ses marques, ses repères. On peut y appartenir et en être membre par la puissance d'un imaginaire capable d'intégrer des images communes et susceptibles de faire sens. Ce qui nous fait vivre ensemble, penser ensemble, aimer ensemble, désirer ensemble, c'est toujours un imaginaire commun, d'abord. Jamais d'abord des concepts communs. D'ailleurs, les concepts n'aident personne à vivre ensemble. Les images, oui, souvent. Et donc, cette fondation imaginaire de l'ordre culturel, elle se fait à partir d'images archaïques, je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure, qui se tiennent au plus près d'un ordre naturel.
il y a dans l'image dans l'image archaïque, quelque chose qui se tient vraiment au plus près de la nature. Et je vais reprendre ici la thèse de quelqu'un qui s'appelle Gilbert Durand, dans un très 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 bon livre qui s'appelle « Les structures anthropologiques de l'imaginaire ». C'est un ouvrage très savant, très complexe, dont je vais essayer de vous présenter l'essentiel rapidement. Pour Gilbert Durand, donc dans Les structures anthropologiques de l'imaginaire, l'image assure le lien entre des données immédiates de la nature, une montagne par exemple, et la constitution d'un espace culturel signifiant. Alors, vous comprenez bien que la culture n'est pas ce qui se construit contre la nature. Je vous ai proposé l'année dernière une réflexion là-dessus, sur le rapport entre nature et culture. Mais au fond, toute culture authentique s'enracine dans un certain type de rapport à la nature, qui est comme son terreau et son sol. Une culture déracinée d'une relation à la nature, c'est une culture qui, très vite, sombre dans la barbarie, le non-sens, l'épuisement. Et donc, qu'y a-t-il au commencement? Eh bien, d'après Gilbert Durand, des attitudes naturelles qui sont premières. Je vous donne deux exemples. Se dresser. Par exemple, on sait que voilà, l'humanité apparaît avec cette position particulière qui nous rend capable de nous dresser sur nos deux jambes, pas seulement pour aller cueillir un fruit un peu plus haut que nous, mais pour marcher longuement. La station debout comme station durable. Et se dresser, bien évidemment, eh bien, c'est d'une certaine manière déjà s'élever. Et dans cette expérience originaire d'une capacité à se tenir debout, d'une capacité à se dresser, se donne déjà ce que Gilbert Durand appelle un schème, le schème de l'ascension. Et on va le comparer à un autre schème, autre expérience parfaitement naturelle, moins sympathique sans doute que celle par lesquelles nous pouvons prendre plaisir à nous dresser, la digestion, parfois un petit peu moins agréable. Et bien évidemment, là c'est presque le mouvement contraire. Tout descend, tout tombe dans les profondeurs de notre corps, selon des formes qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement très très sympathiques. Bon. Et donc, bien évidemment, là, cette expérience naturelle permet de produire ce que Gilbert Durand appelle le schème de la descente. Or, qu'est-ce que c'est que des schèmes? Ce sont des représentations pré-imaginaires qui ne sont pas vraiment encore constituées comme images. Vous comprenez que dans cette expérience, si j'essaie de me concentrer sur ce qui se passe quand je digère ou sur ce qui se passe quand je me dresse sur mes deux jambes, ce n'est pas vraiment des images qui se forment dans mon esprit, mais des dynamiques générales à partir desquelles ces images, des images, vont pouvoir se former. Je vous en donnerai quelques-unes dans quelques instants. Et donc ces schémas dynamiques, à partir desquels les images peuvent se former, l'ascension, la descente, eh bien, c'est justement ce que Gilbert Durand appelle des schèmes. Donc des représentations préimaginaires, très générales, dynamiques, au plus près de la nature, dont la forme est essentiellement affective. C'est-à-dire qu'on est encore au niveau du ressenti, et du ressenti qui n'est relayé encore ni par l'imagination ni par l'intelligence. Je peux ressentir quelque chose de particulier quand je me dresse sur mes deux jambes, ressentir quelque chose de particulier quand je ressens ce processus de digestion, quand j'ai mal au bide, bon, ben voilà, aussi simplement que ça. Et simplement, l'imagination symbolique va venir l'encadrer, la relayer, pour utiliser le vocabulaire de Gilbert Durand, la substantifier. Pour que vous compreniez bien ça, je vais reprendre au moins un exemple. Reprenons le schème de l'ascension, qui est peut-être plus sympathique que l'autre. Bon, on prendra aussi le deuxième. Le schème de l'ascension rend possible la production de ce que Gilbert Durand appelle un archétype, l'archétype du sommet, du chef,
celui qui est au-dessus des autres, du ciel, qui bien évidemment est au-dessus de nos têtes. Ce sont des archétypes. Au contraire, le schème de la descente, né de l'expérience de la digestion, va plutôt donner lieu à des archétypes comme l'obscurité, le creux, le sale, le souillé. Ce sont ces archétypes qui vont ensuite se différencier en symboles. Et qu'est-ce que c'est qu'un symbole? C'est un archétype différencié dans un ordre culturel particulier. Vous savez, par exemple, dans la Traumdeutung, dans l'interprétation des rêves freudiennes, il est question parfois, dans les symboles oniriques, de dirigeables, de zeppelins. Vous imaginez que nos ancêtres du Xe siècle avant Jésus-Christ ne rêvaient pas de dirigeables et de zeppelins. C'est-à-dire qu'un symbole, c'est un archétype intégré dans un espace culturel différencié et qui se différencie lui-même à partir de là. Et donc, des archétypes différenciés, par exemple, rattachés aux archétypes du sommet, du chef, du ciel, ça peut être l'échelle, l'avion, la montagne, la couronne. Et là, ce sont des symboles. Ou alors, bien évidemment, archétypes différenciés dans le schème de la descente, archétypes d'obscurité, du creux, du sale, du souillé, la grotte, le repère, la nuit. Mais, pour que les symboles puissent dessiner les contours d'un monde commun, pour qu'ils puissent faire œuvre culturelle, pour qu'ils puissent structurer et organiser un monde de représentation commune, il faut bien évidemment qu'ils deviennent des mots. Et donc, et je trouve la thèse de Durand sans doute discutable mais très séduisante, les symboles deviennent vraiment capables de structurer un monde de représentation commune quand ils se font mots, et les archétypes, eux, vont se faire idées. Sommet, chef, ciel, archétype primitif, vont se faire grandeur, hauteur, dignité. Idées générales élaborées à partir d'archétypes primitifs. Ces mots et ces idées, primitivement, ne s'informent pas dans des discours philosophiques, dans des propos rationnels, dans des grands ouvrages techniques. Ces mots et ces idées, structurés à partir d'archétypes et de symboles primitifs, s'informent d'abord dans le langage de la pensée symbolique, c'est-à-dire dans le langage du mythe. Il n'y a pas de société sans mythe, et la puissance du mythe, c'est d'être constitutif de la vie sociale collective, mais aussi d'être constitutif de l'intelligence qui comprend et donne sens. Autrement dit, le mythe intègre une symbolique générale qui va, en donnant à penser, permettre à l'intelligence de se développer. Et éventuellement, à partir de là, le symbole peut devenir concept. Je prends un exemple simple, là aussi. Gilbert Durand évoque le symbolisme animal. Et au niveau affectif, premier, le symbolisme animal, c'est le symbolisme d'un mouvement imprévisible. C'est quoi l'animal? C'est précisément ce qui est animé, ce qui n'arrête pas de bouger, de gigoter. La pomme, elle reste en place. Pour l'accueillir, j'ai qu'à tendre mon bras vers elle. L'antilope, que j'espère pouvoir mettre dans ma gibecière, enfin, il faudrait qu'elle soit grosse, ma gibecière, bon. Son problème, c'est qu'il ne suffit pas que je m'approche d'elle pour la prendre. Elle sauve, elle disparaît, comme les souris, comme les vers, comme les serpents, etc. Ça gigote, ça grouille, ça part dans tous les sens. Et donc, au niveau archétypique, l'animal schématise le mouvement imprévisible, la fuite, la métamorphose, l'instabilité, le grouillement, ce qui produit bien évidemment une sorte d'angoisse au niveau de l'affectivité. Angoisse sans doute que l'on retrouve quand on se met à hurler parce qu'il y a une petite souris qui vient nous passer entre les jambes, par exemple. Et contrairement à certaines légendes, ce qui n'est pas du tout le propre des femmes. Et donc, l'imagination schématise à partir de là le changement, l'instabilité des choses. Ce n'est plus seulement l'animal
qui est le lieu de la métamorphose, du grouillement et de l'instabilité, dès que je prends un peu de distance par rapport à cette affectivité angoissée, inquiète en tout cas, devant le mouvement de la vie animale, eh bien je peux m'élever un cran au-dessus et prendre conscience que ce n'est pas seulement la vie animale qui est grouillante, qui se métamorphose, qui change. C'est le monde lui-même, l'instabilité des choses. La pomme, au fond, elle est tombée. La rose a fané. Le matin est passé et le soleil s'est couché. Ce qui était là hier n'est plus là aujourd'hui. Mais en passant de l'instabilité de la vie animale à l'instabilité même du réel, la pensée, bien évidemment, s'est élevée. Elle a gagné en puissance d'abstraction et elle a gagné en extension. Et donc, la pensée se déploie sur le fond d'une angoisse à conjurer. Exemple, par le travail symbolique qui produit au moins un fond stable. Avant de dire comment tout a changé, on va dire, pour reprendre l'expression de Mircea Eliade, in illo tempore. En ce temps-là, autrefois, Bereshit, bara Elohim, etc., et bien voilà, au commencement, il y a eu un temps qui était le fond stable à partir duquel tout a changé. Et la pensée symbolique construit à partir de l'expérience du changement cette stabilité initiale sur le sol de laquelle la pensée peut se déployer. Et cette angoisse, la pensée la conjure aussi par la production culturelle d'objets rassurants et stables. L'outil, l'ours en peluche, la maison. Qu'est-ce qui nous rend capable de stabiliser notre rapport au réel dans des artefacts, des outils, des maisons, des masques, des saguets, des pirogues, tout ce que vous voulez. Des écrans d'ordinateur, des téléphones portables, des chaises, des meubles, tout ce que vous voulez. Eh bien, on voit bien qu'il y a là une sorte de conjuration de l'angoisse première que nous éprouvons devant l'instabilité vécue de toute chose, dont la conscience première se joue dans le grouillement imprévisible de la vie animale. L'imagination symbolique a donc pour fonction de représenter le réel en ce qu'il a de mouvant et d'inquiétant pour commencer à le dominer par le travail de la pensée, à le dominer par le travail du récit, à le dominer par le travail de l'œuvre. Ainsi, l'imagination symbolique n'est pas l'adversaire de la raison, elle n'est pas une alternative à la raison, elle ouvre la voie à la raison, qui à partir d'elle, par exemple, va élaborer des essences. Si Platon peut se dire qu'au-delà du cercle que j'ai tracé dans le sable, il y a l'essence de la circularité, c'est parce qu'il a fait encore un pas de plus dans la substantialisation des choses qui permet de conjurer le va-et-vient des choses, l'éternel mouvement de toute chose, la dissipation du réel. Et on voit bien que le geste par lequel Platon fixe l'essence, en l'installant dans un monde des idées, ne fait que prolonger celui par lequel le mythe fixe le changement en l'intégrant dans un récit. Penser, c'est conjurer l'évanescence des choses. Et bien évidemment, on pourrait ici retrouver encore une fois l'allégorie de la caverne. Au fond, les prisonniers au fond de la grotte, qu'est-ce qui les fascine dans ces images qu'ils ont sous les yeux? Parce que vous le savez, ils sont au fond de la grotte, subjugués par des images, sous le joug des images dont ils ne peuvent pas se détacher. Les ombres qui passent devant eux, nous les appelons des ombres. Mais pour eux, c'est la réalité. C'est tout le réel. Il n'y a rien au-delà de ça. Il n'y a rien derrière cela. Et comment Platon nous présente-t-il, ou Socrate, comment présente-t-il à Glaucon?
le prisonnier qui va échapper à ce monde-là, qui va entrer dans cette dynamique du mouvement. L'inquiétude qu'il peut éprouver au moment où il n'est plus installé confortablement devant l'image rassurante qui tient lieu de réalité. Eh bien, Platon ne nous présente pas cette ascension du prisonnier libéré comme un chemin tranquille d'élévation spirituelle, mais comme un effort violent qui va parfois le laisser complètement groggy. Le prisonnier, il souffre. Il souffre d'être ébloui par le feu, il souffre d'être ébloui par le soleil, il souffre de ne plus rien voir, il souffre de franchir la montée rude et escarpée. Repris dans la dynamique du mouvement, il se dit à un moment qu'au moins, il y avait quelque chose de rassurant, de paisible et de conjurant dans la stabilité des images fixes qu'il pouvait contempler au fond de la grotte. Comme si Platon nous disait déjà, il y a 25 siècles, que s'il y a quelque chose de naturel dans le fait de confier à une image la stabilité dont nous avons besoin pour conjurer l'angoisse du dépérissement, du flux de toute chose, il y a un courage philosophique qui exige de nous que nous nous arrachions à ce confort, à cette fascination devant l'image, pour, l'expression est de Ferdinand Alquier, consentir au risque du réel. L'image ne peut nous être un chemin vers le réel à condition que nous soyons capables de lui échapper pour consentir au risque de ce réel qu'il faut retrouver en ce qu'il a de mouvant, d'inquiétant et de bien peu rassurant. Pendant très longtemps, et je terminerai là-dessus ma première partie, l'image a une fonction de socialisation et de rationalisation, mais justement parce qu'elle était appréhendée comme un médium, parce qu'elle était un intermédiaire, parce qu'elle faisait le lien entre un réel qu'il fallait bien rencontrer, ne serait-ce que pour le transformer culturellement, et un besoin de stabilité qu'elle pouvait nous offrir. Les choses passent, mais l'image des choses demeure. Nous ne sommes plus au temps du Jardin d'Éden, mais le Jardin d'Éden, l'image du Jardin d'Éden est là depuis très longtemps. Donc l'image dans les sociétés traditionnelles jouait ces deux rôles à la fois. Conjurer l'angoisse de la dissipation et solliciter notre intelligence du réel. Elle était un médium, un intermédiaire, un pont. Et c'est justement parce qu'elle était un pont qu'elle pouvait nous aider à franchir les obstacles psychiques qui se dressent parfois entre nous et cette réalité que nous avons peur d'affronter. Le problème, et vous me voyez venir sans doute, c'est que pour nous aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, l'image n'est plus un médium, elle n'est plus un pont, bien souvent en tout cas. Elle est devenue le lieu même de la manifestation plénière du réel. Ou en tout cas, elle prétend être devenue le lieu même de la manifestation pleine, entière et sans reste du réel. Et je l'ai dit tout à l'heure, du coup, elle est ordonnée à un projet régressif de sollicitation des affects. Nous avons mis, 30, 40, 50 siècles, je ne sais pas, prendre appui sur des images archaïques pour former notre intelligence du réel et nous rendre capables de consentir au risque du réel. Nos sociétés de l'image sont devenues telles aujourd'hui qu'elles semblent nous avoir intégrées dans un projet régressif de déni de la réalité. L'image est devenue ce qui tient lieu du réel. Essayons de comprendre ceci, comment ce qu'il en est de cet imaginaire sans imagination, produit par ce que j'appelle l'iconophilie consumériste, le culte des images immédiatement consommables. Notre société se pense, me semble-t-il, de manière très claire, comme une société de la communication, de l'information.
Michel Serres l'a très bien dit, très bien vu. Voilà, il multiplie les livres à ce sujet. Bon. Mais le problème, c'est que quand le but essentiel, c'est l'information et la communication, on a besoin de données simples. On a besoin de données aisément communicables, échangeables, numérisables. Ce qui n'est pas numérisable est compliqué à échanger sur les circuits de l'information. Du coup, notre société n'est plus organisée dans un espace symbolique, comme le sont les sociétés traditionnelles et comme l'était sans doute notre société, comme l'était sans doute nos sociétés occidentales jusqu'aux années 80 à peu près. Il me semble qu'il y a une rupture qui joue dans les années 80-90. Hein. Nos sociétés ne sont plus organisées dans un espace symbolique, mais dans un flux d'informations. Et dans un flux d'informations qui sont pour la plupart d'entre eux des stimuli, c'est-à-dire qui ont pour fonction de produire immédiatement des réactions de consommation, par exemple. Et vous comprenez que pour cette société de l'information, qui échange des informations dans des flux constants, très rapides, le symbole n'a pas sa place. Le symbole est trop complexe, justement parce qu'il donne à penser. Et que ce que le symbole donne à penser n'est pas numérisable, n'est pas intégrable dans des flux d'informations. Le symbole doit être écarté ou arraisonné par les techniques de marketing et de communication. Le texte lui-même devient quelque chose qui n'a plus vraiment sa place. Le texte travaillé, quand il est autre chose qu'un slogan, résiste à la loi dynamique des flux. Pourquoi ? Parce que quand un texte est vraiment un texte, il exige une sorte d'attention sédentaire. Pour comprendre un texte qui est vraiment un texte, autre chose qu'un tissu de lieux communs, d'idées toutes faites, de représentations faciles, de poncifs et de clichés, pour comprendre un texte, il faut s'arrêter, il faut s'asseoir, il faut se poser, il faut y confronter notre intelligence. C'est ce que j'appelle l'attention sédentaire, obligé de s'arrêter, se libérer du flux des informations pour se rendre attentif à ce qui est là, posé devant moi et proposé à mon intelligence. Et bien sûr, cette attention sédentaire, économiquement, elle n'est pas rentable du tout, puisqu'elle est forcément soustraite à l'énergie consumériste. Pendant que je lis, pendant que je pense, pendant que je réfléchis, pendant que je médite, je ne consomme pas. Je ne consomme pas des informations et je ne consomme pas des biens de consommation. Du coup, l'image quand même, peut être accaparée dans ces flux d'informations à condition d'être devenue quelque chose de très simple. Et si elle est devenue quelque chose de très simple, elle se prête très bien, contrairement au texte, à une mise en flux. Elle se prête très bien à une mise en flux sur nos écrans télévision, sur nos ordinateurs, nos jeux vidéo et nos affiches urbaines. Et à partir du moment où elle se prête facilement à une mise en flux, elle devient un substitut commode à la réalité, capable de circuler d'un consommateur à un autre consommateur. Je ne pourrais pas développer ça très longuement, mais notre société est une société de l'image parce qu'elle est une société de l'information, et elle est une société d'information parce qu'elle est une société de la communication. Notre système a au moins le mérite de la cohérence. Je ne redonne pas beaucoup d'autres, hein, mais bon, il est au moins celui-là. Et bien évidemment, l'image numérisée, désintégrée, simplifiée, déculturée, cesse d'être le signe visible d'un réel complexe. Le réel est complexe. L'image est simple. Et l'image simple ne peut pas conduire mon intelligence vers la réalité complexe. L'image que je me fais du travail, en particulier quand j'en ai pas encore, est très simple. La réalité du travail est complexe. L'image que je me fais de l'amour peut être très simple et réduite à des schémas affectifs élémentaires. L'amour vécu dans sa réalité est chose complexe. L'image que je me fais du poste que je vais devoir remplir, la fonction qui sera bientôt la mienne,
peut être très simple. La réalité, bien évidemment, est toujours complexe. Ce qui me fait dire d'ailleurs quelquefois, et j'en profite, je ne pense pas avoir besoin de vous convaincre de cela, mais j'entends parfois dire que la philosophie complique parfois inutilement les choses. Je crois que c'est absolument faux. La philosophie ne complique rien. Elle essaie de penser la complexité du réel. Et si la philosophie est complexe, c'est pas parce que le philosophe est un snob, c'est parce que le réel est complexe. Même si parfois les philosophes sont des snobs, ça arrive aussi quand même. Bon. Du coup, allez, petite pique en passant, méfiez-vous des philosophes qui vous vendent la simplicité sur leur marché, sur leurs petits étals commerciaux. Hein, méfiez-vous. Hein. Si c'est simple, immédiatement accessible, facile à consommer, si ça rencontre un peu facilement nos représentations communes, c'est probablement de la daube. L'image, du coup, ne renvoie plus à la complexité du réel, comme le peut le renvoyer l'image symbolique, mais à la simplicité de nos affects et de nos désirs. Il faut que nos affects soient très simples, parfaitement régressifs, et que nos désirs soient très simples, parfaitement communs. Je suis parfois stupéfait quand j'entends dire que, heureusement, nos grands-parents étaient très conformistes, nous, aujourd'hui, nous sommes des anticonformistes. J'en suis pas sûr du tout. Je ne suis pas certain qu'on ait connu dans notre histoire un conformisme plus universel que celui auquel nous sommes livrés aujourd'hui. L'image permet de court-circuiter la raison, parce que la raison est bien évidemment trop lourde, trop lente pour une société de consommation. Il ne s'agit pas de toucher la raison, il s'agit de toucher juste, c'est-à-dire de toucher nos affects. Il y a un problème aussi, bien évidemment, il y a un intérêt avec l'image, c'est qu'elle a une portée universelle qui rend inutile la traduction. Cette société de la communication, de l'information, des flux, se veut une société mondialisée. Il faut que rien ne fasse obstacle à la loi des flux. Et la seule universalité qui nous est proposée aujourd'hui n'est pas celle de la raison, mais celle de la mondialisation. Or, il y a un avantage avec l'image, c'est qu'il n'y a pas besoin de la traduire. Les mots, il faut les traduire. Les images, ce n'est pas la peine. Je vais prendre une image très simple, si vous voulez. Si vous voulez qu'un film tourné en France soit vu par des Chinois, il faut traduire les dialogues. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de traduire les images. Sinon, ce sera tout autre film, d'ailleurs. Bon. Donc, l'universalité des images se prête d'une certaine manière à leur mise en flux. Elle est dépourvue de toute fonction argumentative, et donc elle ne provoque aucune résistance. L'image n'argumente pas, l'image ne s'explique pas, elle se présente à moi pour m'attirer à elle, c'est ce qu'on appelle littéralement la séduction. Séducere, attirer à soi. Pourtant, on aurait tort, me semble-t-il, de voir dans le pouvoir des images un pouvoir simplement psychologique de sollicitation régressive des affects. L'image a une fonction économique. Elle est la langue même dont a besoin une société de communication et de consommation. Notre langue de l'image est la langue de notre culture. Le symbole donne à penser, je reprends cette formule de Ricoeur, l'image donne à consommer, à jouir, à solliciter des affects et des émotions. Elle surdétermine désormais nos comportements au lieu d'ouvrir pour nous un horizon de sens, un horizon d'action, un horizon pour œuvrer. Elle subjugue désormais la conscience, elle la choque, elle la captive, encore une fois. Mais elle a pour avantage d'être accessible. Les images, tout le monde comprend, justement parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Elle est simple, elle apparaît immédiatement, sans secret, sans arrière-plan. Il n'y a pas quelque chose à chercher derrière, elle est là. Elle est mobile et elle est très démocratique. Devant les images, nous sommes d'une certaine manière tous égaux. Et bien évidemment, l'image rend obsolète l'écriture et la lecture, qui prennent trop de temps,
dans une société de l'immédiateté et du papillonnage. Quand on passe son temps à zapper, à passer d'une activité à l'autre, bien évidemment, l'image apparaît comme ce substitut commode d'une réalité mouvante et susceptible d'être zappée en permanence. L'écriture et la lecture requièrent encore ce que j'appelle cette attention sédentaire, qui n'est pas compatible avec la prégnance de l'image. Et donc, je crois, même si je vous semble peut-être un peu catastrophiste, on pourra en discuter après, que ce nouveau rapport à l'image, ce n'est pas l'image que j'incrimine, c'est le rapport nouveau que nous avons élaboré avec elle, contribue à la fabrication d'une nouvelle espèce d'homme. Une nouvelle espèce d'homo democraticus, si vous voulez, qui a substitué la sensualité à la sensibilité, l'opinion à la vérité, les prestiges de l'imagination aux exigences de la raison. Je les reprends rapidement tous les trois. L'image, quand elle est l'élément d'un imaginaire riche et susceptible de donner sens à ce que nous faisons, forme notre sensibilité. L'image intégrée dans les circuits numériques et dans les espaces publicitaires exacerbe notre sensualité, ce qui n'est pas du tout la même chose. L'image, quand elle est prise dans les récits symboliques qui nous aident à construire notre rapport réel, est un lieu possible de la vérité. Elle nous aide à comprendre ce qu'il en est du réel, en vérité. L'image qui s'adresse simplement à nos affects ne forme rien d'autre en nous que notre pouvoir à énoncer des opinions, des avis, bien évidemment, que l'on présente toujours comme des pensées. Chaque fois que quelqu'un dit « je pense que », vous savez déjà qu'il ne pense pas, qu'il va énoncer une opinion, un avis. Voilà. Quand on pense, on ne le dit pas, on le fait. Voilà. L'image substitue, disais-je, les prestiges de l'imagination aux exigences de la raison. Exigences de la raison qui prennent du temps, qui demandent un effort et qui peuvent être vouées à l'échec. Quand on s'engage sur le chemin d'une démonstration, en mathématiques par exemple, ça peut rater. Dans une société où ce qui compte c'est le culte de la performance, la réussite à tout prix, les exigences de la raison ont quelque chose d'irrationnel, paradoxalement. Et là, les prestiges de l'imagination en tiennent lieu aisément. Bien évidemment, vous remarquez immédiatement quelque chose qui est frappant, la sensibilité, notre rapport à la vérité, les exigences de la raison, cela doit être formé, éduqué. Ça prend du temps. Et c'est ce qui forme et qui nous éduque, qui nous intègre et nous élève en humanité. Mais la sensualité, l'opinion, les prestiges de l'imagination ne requièrent aucune forme d'éducation, aucune formation. On ne forme pas quelqu'un à une sensualité exacerbée, mais on le forme à une sensibilité maîtrisée. On ne forme pas quelqu'un à l'opinion, même les idiots ont des opinions. Ils ont surtout ça d'ailleurs. On ne forme personne à la soumission au prestige de l'imagination. Mais on est incapable, sans être accompagné, d'être formé aux exigences de la raison. C'est ça que j'appelle le nouvel homo democraticus, soumis à sa sensibilité, au jeu des opinions et au prestige de l'imagination. Cet homo democraticus dont ont besoin nos sociétés consuméristes, devenu apte à consommer tout ce qui assure sa persistance comme image. Que lui propose-t-on de consommer? Les images qui lui permettront précisément d'être celui qu'on attend qu'il soit. Et il est devenu à ce point un consommateur d'images qui n'aspire plus qu'à une chose, être lui-même une image. Vous rigolez là, mais enfin certains d'entre vous, qu'est-ce qu'ils vont faire dans 1 an ou 2? Ils vont vérifier lorsqu'ils se présenteront des entretiens d'embauche qu'ils donnent une bonne image d'eux-mêmes. Voilà. L'important, c'est de donner une bonne image, d'avoir une bonne image. Voilà. Donc, au bout du compte, peu importe ce que je suis,
peu importe mes compétences, peu importe mes désirs, peu importe ma singularité subjective, peu importe mes émotions, mon histoire, ma sensibilité, rien de tout cela ne compte vraiment dans une société où ce qui compte, c'est l'image, et l'image mise en flux. Et du coup, ce qu'il y a peut-être de terrible, j'oserais presque dire de totalitaire, est totalitaire ce qui envahit toutes nos sphères d'existence, sphère professionnelle, sphère affective, sphère privée, sphère culturelle, etc., c'est que chacun jouant le même jeu, on invite à faire non plus à des personnes, mais justement à des images. Et quand on n'a plus des personnes qui rencontrent des personnes, mais des images mises en réseau avec des images, Facebook, nos relations elles-mêmes deviennent imaginaires. Il se passe alors quelque chose d'un peu particulier, c'est que nos contemporains sont soumis à l'injonction d'exister dans un monde d'images. D'images proliférantes, d'images qui sont partout, d'images mises en réseau sur tous les écrans. Et il se passe la même chose que dans un univers bruyant. Si vous êtes dans un espace bruyant et que vous voulez parler, être entendu, il faut en rajouter et crier plus fort que les autres. Quand vous êtes dans un univers saturé d'images, si vous voulez que votre image soit perçue, il faut en rajouter. Il se passe donc quelque chose d'à la fois nécessaire et pervers, l'universalisation des images produit une sorte de prolifération insensée d'images qui doit être de plus en plus dynamique, mais pas du tout au sens de Gilbert Durand, d'images qui doivent être de plus en plus fortes, de plus en plus choquantes et de plus en plus marquantes. Et ça donne quoi, par exemple, je ne sais pas si ça vous frappe autant que moi, mais l'hystérisation des animateurs TV. Je ne citerai pas de nom, je ne vais pas me faire avoir comme tout à l'heure, où j'étais un tout petit peu, j'ai pris un peu trop de risques. Mais essayez d'imaginer, au hasard, un animateur TV célèbre qui passe son temps à crier, à hurler, à gesticuler, à faire des plaisanteries dont le caractère comique est sans doute assez discutable, et à multiplier les formules qui sont autant de clichés de lieux communs, immédiatement consommables par le consommateur moyen, quoi. Je pense que vous arriverez à en trouver quelques-uns. Hein. Bon, ça ne va pas être très très compliqué. Hein. Autre problème, dans cette société saturée d'images agressives et violentes, du coup, l'image devient très vite une copie. L'image devient ce que je dois imiter. L'image qui tient lieu de la réalité me dit d'une certaine manière ce que je dois être. Et quand on ne vit que dans des processus qui sont des processus de soumission à des images dominantes, on se fait, là encore, résolument conformiste. Ainsi, en donnant le pouvoir à un imaginaire déstructurant, notre société a vu surgir la figure étrange et affligeante d'un imaginaire sans imagination qui, faute d'images nouvelles, faute d'images signifiantes à proposer, ne peut plus faire autre chose qu'augmenter sans cesse l'intensité des signaux. L'image des sociétés traditionnelles, c'est l'image signe qui renvoie au réel. L'image de nos sociétés contemporaines n'est plus que l'image signal qui n'a pas d'autre fonction que de provoquer une réaction. Le signal est ce à quoi on réagit. Au signal du départ, coup de pistolet, les coureurs s'élancent. L'image contemporaine est moins un signe qu'un signal. Ainsi, il se passe quelque chose d'assez étonnant. On est sensible, dans nos entreprises, chez nous, dans la rue, à la pollution sonore, mais curieusement, on est encore très très peu sensible
à la pollution visuelle, que l'on prend comme tout à fait légitime. Bien sûr, si je m'arrêtais là, j'aurais peur de vous gâcher un peu votre soirée et de vous avoir donné l'impression d'avoir dressé devant vous un tableau assez sombre d'une société du spectacle hystérisé, mais je crois à peu près qu'on n'en est pas loin quand même, hein. Mais même si notre société est une société du spectacle hystérisé, je crois qu'il ne faut pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Là, l'image, pour le coup, est saisissante, d'ailleurs. Et donc, je ne voudrais pas terminer mon propos sans essayer de retrouver le sens de l'image, de redonner sens à l'image. Bref, ne pas vous laisser croire que je serais rien d'autre qu'un affreux iconoclaste. Le problème, excusez-moi, pardonnez-moi, le problème, vous l'aurez compris, n'est pas l'image en tant que telle. La pauvre y est pour rien. Le problème, me semble-t-il, c'est ce qui est, pour nous, le support déterminant de l'image, à savoir l'écran. L'image, on le sait depuis que l'homme est homme, peut être un signe. Elle peut être un support. Elle peut être ce qui fait signe vers le réel, un auxiliaire du réel, un point d'appui. Elle est précieuse parce qu'à ce titre, elle joue un rôle irrécusable, incontournable, dans la formation de nos intelligences. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'image peut aussi être un écran. Un écran, c'est deux choses. Quand on pense à l'écran de nos ordinateurs, on pense bien évidemment à ce sur quoi l'image apparaît, comme si ce n'était qu'un simple support technique. Le problème, c'est qu'un écran, c'est aussi autre chose. Quand vous mettez un écran entre vous et quelqu'un d'autre, c'est pour qu'il ne vous voie pas. Quand vous placez un écran devant un paysage, le paysage est caché derrière ce qui fait écran. L'écran est donc aussi ce qui fait obstacle. L'écran n'est pas nécessairement ce qui donne à voir, il est aussi, de façon ambiguë, ce qui empêche de voir. L'image écran, c'est l'image qui cache le réel qu'elle prétend offrir à la vue. C'est par exemple l'image de soi, à la place de la capacité à assumer la singularité d'une personne vivante. L'image des autres, à la place d'une relation réelle avec ce qu'ils sont réellement. C'est l'affiche, c'est la promotion. C'est l'image trompeuse qui s'interpose, encore une fois, entre nous et la réalité. C'est l'image qui fait écran. Et l'écran, à ce niveau-là, loin d'être un espace de présentation du réel, est au contraire le lieu d'un rapport au monde désinvesti, déréalisé et désincarné. Désinvesti, parce que planqué derrière mon écran d'ordinateur, je n'ai plus besoin de consentir au risque du monde. Déréalisé, parce qu'en lieu et place de la réalité, j'ai ce qui en tient lieu en prétendant présenter l'image. Et désincarné, parce que je n'ai plus affaire à la chair vivante de la vie vivante, comme le dit Jean-Claude Guibault par exemple, ou Michel Henry, mais j'ai affaire au fond à des structures complètement désincarnées. Pensez par exemple à la communication tous azimuts sur les réseaux sociaux. On ne va pas voir un ami, on chatte avec lui. Relation désinvestie. Il ne s'agit pas d'être sensible à ce qu'il est dans l'épaisseur de son être singulier, mais de jouer le jeu de l'image qu'il donne de lui-même dans la mise en réseau de sa propre personne. Des réalisations. Et il ne s'agit pas de le rencontrer comme une chair vivante, comme une sensibilité effective, relation parfaitement désincarnée. Pour retrouver le sens de l'image, il me semble qu'il faut retrouver précisément ce que j'ai appelé tout à l'heure sa puissance symbolique. Et on peut commencer ici alors par rappeler ce que c'est, au sens propre, qu'un symbole.
Vous savez, ce que les Grecs appelaient symbole, symbolos, c'était par exemple deux morceaux d'une même céramique, d'une même poterie, que l'on avait cassés. On donnait par exemple un morceau à quelqu'un, un autre morceau à quelqu'un qui devait rencontrer, par exemple dans des relations d'espionnage, dans des relations commerciales, et on savait qu'on avait affaire à la bonne personne quand les tessons s'emboîtaient l'un dans l'autre, que les parties brisées se trouvaient unifiées. Sun baleine, littéralement, c'est jeter ensemble, poser ensemble, rassembler. Et je vous rappelle d'ailleurs que le contraire du symbole, ce qui unit, rassemble et rapproche, c'est littéralement le diabole. Symbolique est étymologiquement le contraire exact de diabolique. Est diabolique ce qui nous divise, ce qui nous sépare, ce qui ne fait pas lien. Est symbolique ce qui unit, rassemble et fait lien. L'ordre symbolique, c'est donc l'ordre des images qui font signe vers le réel, qui font lien avec le réel, qui permettent de l'assumer, qui permettent d'accepter une certaine union avec lui. Mais en même temps, ce qui fait signe vers le réel ne peut faire signe vers le réel qu'à condition de s'effacer devant lui. L'image qui nous conduit vers le réel est en même temps l'image qui, sa mission accomplie, consent à l'effacement. Elle ne cherche pas à subjuguer, elle ne cherche pas à s'imposer, elle sait s'écarter pour laisser la place à plus grand qu'elle, à plus riche qu'elle, à ce dont, précisément, elle est signe. C'est à ces conditions, ou à cette condition, que l'image peut devenir véritablement, peut devenir un vecteur de vérité. Vous savez, il y a un roman superbe qui n'a pas eu le prix Goncourt cette année, mais je lui aurais volontiers donné pour ma part. C'est le roman de Nathalie Azoulay qui s'appelle « Titus n'aimait pas Bérénice ». Je ne sais pas si vous avez lu ça. Magnifiquement écrit, hein, très très beau. C'est un roman sur Racine. Et j'ai trouvé ces lignes dans Titus n'aimait pas Bérénice, donc de Nathalie Azoulay. Racine a vieilli, il est en train de travailler à l'historiographie du roi Louis XIV, dont il est devenu, après Pélisson, l'historiographe officiel. Et du coup, l'immense écrivain, dramaturge et poète qu'il est se demande comment mettre sa maîtrise des images au service de l'image royale. Et donc, il a ces mots, ces explications figurées, vous trouverez ça, page, si vous l'avez chez vous, page 278 de ce très très beau roman. Hein. Là, voilà, il y a un imaginaire très riche, parce que très maîtrisé et très sobre en même temps. Ces explications figurées, page 278, je ne sais plus si je l'avais dit, ces explications figurées contiennent d'ordinaire une vérité et une image de vérité. Or, l'union de la vérité avec son image la rend plus sensible, plus claire, plus pénétrante. Les images, en arrêtant plus longtemps l'esprit sur les mêmes vérités, en augmentent l'effet et l'impression, et elles aident à les retenir, servant en quelque sorte de mémoire artificielle. Vous voyez que Racine ne traite pas ici l'image comme ce qui doit substituer à la réalité. En fait, son souci est celui-ci. Il a été chargé par Louis XIV, en quelque sorte, de l'immortaliser dans son historiographie, mais Racine ne veut pas que l'image camoufle la réalité du roi. Il veut qu'elle soit au service de la vérité même de la fonction royale pour laquelle il a le plus grand respect. Et donc, il prend conscience que son image ne pourra être un auxiliaire de la vérité qu'à condition qu'elle soit aussi sobre que possible, qu'il n'en rajoute absolument pas, qu'il ne soit pas dans l'outrance, qu'il ne soit surtout pas dans l'effet rhétorique. Et qu'est-ce qui va rendre Racine capable
de ceux dont sans doute nous ne sommes plus guère capables aujourd'hui. Je crois que Nathalie Azoulay écrit vraiment très très bien. Ce qui va rendre Racine capable de faire ceci, c'est précisément d'une certaine manière sa culture janséniste. Racine est un janséniste comme Pascal, il a été formé à Port-Royal, et c'est extraordinaire ça. Le poète du XVIIe siècle, qui maîtrise probablement le mieux, j'en sais rien, mais en tout cas, magnifiquement, qui contrôle chacune de ces images, sans effet de manche, avec une précision littéraire absolument extraordinaire, est celui qui a été sevré d'images pendant qu'il était adolescent, pendant qu'il était jeune homme. Si Racine est capable de maintenir avec l'image un rapport d'une très grande richesse et d'une très grande vérité, c'est justement parce qu'il n'est pas submergé par un foisonnement d'images hystérisées. Et donc ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est que ça nous donne peut-être aussi un signe possible de ce que nous avons, d'une voix possible. De même que pour retrouver le sens de la parole, il faut parfois consentir au silence, pour retrouver le sens de l'image, il faut peut-être parfois consentir à ce sevrage d'image, à cette pauvreté de l'imagination qui peut-être ressuscitera le désir d'une image qui puisse vraiment faire sens. L'image qui peut nous convertir à la vérité, c'est-à-dire nous réorienter vers elle, littéralement, c'est soit l'image que j'appelle l'image étais comme une étais en maçonnerie, ce qui soutient l'esprit, mais qui a vocation à disparaître. Quand on met des étais dans un bâtiment pour soutenir, par exemple, un plafond, l'étai est là pour soutenir le plafond pendant que le ciment prend, par exemple, pendant que le béton prend, et elle a vocation à disparaître. L'image étais doit pouvoir faire son boulot de manière solide, stabiliser notre rapport au réel et disparaître, être enlevé. Ou l'image renfort, qui aide à mieux saisir la richesse du réel. Et l'image renfort par excellence, je crois que c'est l'image poétique. Il y a quelque chose qui est, je crois, symptomatique de notre rapport paradoxal à l'image. C'est que l'espace imaginaire par excellence, qu'est l'espace poétique, est celui que nous avons cessé d'investir. Je ne sais pas s'il y a des libraires parmi vous, mais les traités de poésie, les livres de poésie ne se vendent absolument pas. Je m'étais amusé il y a quelques années à aller chaque semaine dans la même librairie et à regarder et j'avais retenu par cœur l'ordre des 20 malheureux livres de poésie qui étaient présents sur le rayonnage poésie. En un an, l'ordre des 20 n'a jamais changé. Bon, j'ose penser qu'il n'y en a pas un qui a été vendu. Mais pas un, peut-être encore pire, qui a été libéré de son étagère pour être consulté. On ne lit plus de poésie, mais parce que l'image que nous consommons n'a rien à voir avec l'image poétique en ce qu'elle exige une attention sédentaire. Je n'ai pas résisté à vous en proposer, j'espère que vous auriez bien d'autres exemples bien plus riches que le mien, mais je pense par exemple à ces deux vers de l'Ophélie de Rimbaud. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Voilà ce que c'est. On voit ce que c'est que la puissance des images. C'est quand même autre chose qu'une affiche publicitaire. C'est quand même autre chose qu'un animateur hystérisé. Bien sûr que les étoiles ne dorment pas. Bien sûr qu'Ophélie n'est pas Alice. Et pourtant, le tableau est parfaitement clair, qui joue de l'opposition entre l'obscurité de l'onde où se reflètent les étoiles et la blancheur cadavérique d'Ophélie. Rimbaud ici n'est pas en train de nous mentir, il n'est pas en train de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, il n'est pas en train de nous cacher la vérité derrière les mythes, il nous conduit précisément à ce qu'il y a de plus réel, cette capacité à dire précisément ce qu'il en est du sommeil de la mort, de la beauté dessaisie ou saisie par le temps.
L'image n'est plus ici ce qui se substitue au texte, elle est portée par lui et dilate son sens. Le poème est le lieu de la réconciliation de l'image et de la parole. Elle donne à voir, elle donne à éprouver, elle donne à sentir et elle donne à comprendre. Elle s'adresse à toutes les dimensions de notre être. Elle ne privilégie pas l'intelligence sur la sensibilité. L'image poétique s'adresse à notre sensibilité autant qu'à notre intelligence. Et c'est à ce titre, sans doute, qu'elle est le lieu de la réconciliation de la sensibilité et de l'intelligence. Elle n'est plus un écran, pas besoin d'écran pour ces images-là. Elle est un révélateur au sens quasi photographique du terme, enfin, d'avant le numérique, bien évidemment. Au sens, voilà, ce qui fait apparaître quelque chose qui d'un seul coup nous saisit, ben oui, vraiment, c'est cela. Et pourtant, ce qui est peut-être assez tragique, c'est que de telles images ne font plus sens pour nombre d'entre nous. Je vous l'ai dit, on ne lit plus guère de poésie. Pourquoi ? On l'a vu, parce que les images sont devenues pour nous des objets de consommation qui déterminent nos émotions et non plus nos intelligences. Je ne sais pas si... J'ai une petite hésitation, parce que quelqu'un, un ami qui vient régulièrement, m'a dit « Je vais te mettre une sonnerie à 7h30 pour que tu t'arrêtes. » Alors je me dis « A-t-il tenu parole ?» Mais comme je ne le vois pas, c'est peut-être pas ça le signal. Alors, je vais prendre encore 2 minutes. Eh bien, ce que j'ai tenté de vous dire en tout cas, c'est que pour retrouver ce sens de l'image poétique, susceptible de nous réconcilier avec tout ce qui fait notre humanité, sensibilité et intelligence, et non pas l'un jouer contre l'autre. La sensibilité sans l'intelligence, c'est la sensualité débridée. C'est tout. Nous avons besoin de nous sevrer d'images pour retrouver le sens du symbole. Et le problème, c'est que parfois j'ai l'impression que nous n'avons plus le choix qu'entre l'insignifiance des images médiatiques et la froide et vide rationalité des concepts techniques. Alors, je ne sais pas si ça vous fait le même effet que moi, mais le discours officiel, la rhétorique officielle, la langue officielle de nos industries, de nos entreprises, de nos institutions et de l'éducation nationale est une langue d'une pauvreté sidérante. On parle de quoi ? De performance, d'indicateurs chiffrés, de rationalisation, de planification, des mots qui ont l'air comme ça très rationnels, des mots qui rassurent, des mots qui donnent l'illusion de maîtriser le réel. On a bien planifié. On a des indicateurs chiffrés qui vont nous permettre de mesurer des coefficients de performance. Mais bien évidemment qu'on ne mesure rien du tout. Bien évidemment que la performance est souvent contre-performative, ou en tout cas inefficace. Bien évidemment que le réel ne se réduit pas à nos indicateurs chiffrés. Mais effectivement, on est pris dans ce que j'appelle cet imaginaire sans imagination, imaginaire d'une rhétorique qui croit saisir le réel quand elle ne fait qu'en embrasser l'ombre. L'urgence est donc, me semble-t-il, à une rééducation du regard qui nous rende à nouveau capables de contempler des œuvres et non pas de les consommer culturellement, de lire des livres et non pas des fiches Wikipédia. Vous le savez, je crois qu'un collégien sur 2 à qui on donne un livre à lire va simplement lire la fiche Wikipédia qui résume le livre. L'enjeu est peut-être celui-ci, c'est en nous qu'il faut retrouver la force des images qui, quand elles structurent notre imaginaire, enracinent vraiment notre intelligence. Sinon, qu'est-ce qui se passera ? Nous deviendrons manipulables à l'envi par un système de communication imaginaire qui ne voudra nous proposer ni la vérité, ni ce que Nathalie Azoulay appelait une image de la vérité, mais des images kaléidoscopiques du monde dans lesquelles le réel aura été aboli. Nous serons à nouveau des prisonniers dans la caverne, à moins que nous ne le soyons déjà. Merci.
Voilà, alors avec 5 minutes de retard, la parole est à vous. Je crois même qu'il y a peut-être un micro, mais on va voir, on va peut-être réussir à s'entendre quand même. Bien. Allez, la parole est à vous. Voilà. On va attendre la fin des mouvements de population et on va pouvoir du coup reprendre. Voilà, donc je vous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement de poser des questions ou de demander des élucidations, mais vraiment de prendre appui éventuellement sur ce que je vous ai dit pour le prolonger, le contester, donner un exemple. Voilà, sentez-vous vraiment tout à fait libre. Il y a quelqu'un qui ne voit pas? Non. Ah, vous êtes timide ce soir? Bon, bah sinon je vais repartir pour 20 minutes alors. Sinon on va inverser les choses, c'est moi qui vais poser les questions. Alors, est-ce que le tableau que j'ai dépeint un petit peu de notre société contemporaine vous a semblé un peu trop sombre, excessif, et il avait quelque chose de provocateur, bien évidemment, et c'était bien évidemment fait exprès. Donc voilà. Oui. Et oui, c'est le problème auquel on est tous confrontés, en tout cas, enfin, tous ceux qui ont des enfants. C'est que c'est vrai que c'est facile, sans doute, de dénoncer intellectuellement une société de la prolifération des images insignifiantes, qui ne sait plus prendre le temps de lire, de parler et d'écrire. Mais une fois qu'on a fait ça, on sait bien que dans notre réalité quotidienne, et en particulier quand ce qui est en jeu sont nos responsabilités éducatives devant nos enfants, bah on sait bien que de toute façon, on est aussi désarmé que les autres, et moi, bien évidemment, autant que tous les autres. Et c'est ça qui est terrible. Le fait qu'on ait conscience du problème ne suffit pas à nous donner des solutions pour le résoudre. Alors, et pourquoi? Parce que justement, si c'était simplement, disons, conjoncturel, bon, bah, on pourrait se dire, voilà, travaillons, insistons, avec un peu de foi, il y a quelque chose qui marchera. Le problème, c'est que notre bonne volonté, quelle qu'elle soit, doit faire face à quelque chose qui est systémique. On n'a pas à faire face simplement à quelques représentations imaginaires dominantes qui structurent le psychisme de nos ados, ou de nos enfants, parfois de plus en plus jeunes d'ailleurs. On a affaire à un système général qui détermine complètement leur représentation, leur imaginaire et le schéma, et qui, en déterminant leur imaginaire, surdétermine leur désir. Ils désirent fondamentalement, au fond, la même chose. Et donc c'est très compliqué parce qu'il ne suffit pas d'un acte de volonté. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut un acte peut-être de résistance. Et la difficulté, c'est que nous-mêmes, bien évidemment, nous sommes déterminés par ce système. Nous sommes là et nous pouvons entendre ce que je vous ai dit parce que, d'une certaine manière, ça nous fait du bien de nous en sortir dans le jeu d'un discours. Mais sitôt que nous serons sortis de cette salle, nous serons happés par ce système d'images tous azimuts qui marche aussi sur nous. Et c'est ça qui est très très compliqué. Et comment, au fond de l'intérieur de la caverne,
qui est notre lieu à tous, prétendre libérer les prisonniers de la caverne, que sont parfois nos enfants, etc. Donc bien évidemment, s'il y en a qui ont des propositions, des suggestions, des expériences, je suis persuadé que ça intéressera beaucoup de monde. Alors excusez-moi, je ne vois pas qui... Ah, voilà. Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est déjà après tout pas mal, parce que c'est vrai que l'allégorie de la caverne est vraiment bien faite, et je vous renvoie vraiment à sa lecture, hein, c'est que, au fond, c'est quoi le véritable drame de ces prisonniers? C'est pas d'être enchaînés au fond de la grotte et de voir des ombres. C'est être incapable de se rendre compte que les ombres qu'ils voient ne sont que des ombres. S'ils savaient que ce sont des ombres et non pas des personnages réels, ils pourraient laisser place à un désir en eux d'une réalité plus riche, plus haute, plus colorée et plus grande. Un Platon ne cesse de répéter que l'ignorance ne consiste pas à ne pas savoir. Parce que quand je sais que je ne sais pas, ben justement, je garde en moi la conscience de tout ce que je ne sais pas, et cette conscience peut éventuellement maintenir vivant le désir de vérité, le désir de connaissance, le désir de savoir. Mais quand j'ignore ma propre ignorance, c'est tout chemin possible vers la vérité qui d'emblée est barré. Et je crois que vous avez raison. Le dire, c'est vrai qu'on ne changera pas le monde avec des conférences comme celle-ci, c'est absolument évident, mais prendre conscience que nous sommes dans la caverne, c'est peut-être déjà au moins laisser vivre en nous le désir d'un imaginaire plus riche, plus vivant et plus généreux. Et vous savez qu'il y a un passage étonnant dans l'allégorie de la caverne. Il y a un moment où Glaucon s'étonne du tableau que Socrate est en train de lui dépeindre. Et Glaucon a cette formule, je cite à peu près de mémoire, mais vraiment, ce que tu me dépeins là, Socrate, ce sont d'étranges prisonniers. Et Socrate répond en quelques mots, ils nous ressemblent. Et Socrate dit bien, ils nous ressemblent. Il ne dit pas, il ressemble à la plupart de nos contemporains. Il nous ressemble aussi, Glaucon, à toi et à moi. Il ressemble à chacun de nous. Et il y a peut-être là, en même temps, quelque chose d'assez rassurant. Si Socrate peut dire, lui, peut s'inclure dans ça, il nous ressemble, nous pouvons ne pas nous désespérer d'être incluables dans un... Nous sommes nous aussi un peu prisonniers de la caverne. Oui ? Je m'interroge sur le déclencheur de cet appauvrissement de l'image. Il y a le lycée, puisque alors c'est Eh oui. comment ça s'est fait comme Oui. à quel moment ça s'est Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont une réponse à ça? Est-ce qu'il y en a qui ont une proposition de réponse, en tout cas? Oui, je vous en prie. Ah, vous pensez que du coup, nous en serions là parce que nous ne serions pas encore suffisamment mûrs pour maîtriser notre rapport à des images proliférantes et tous azimuts, quoi. C'est que nous serions en fait par rapport à cette société de l'image dans une situation un peu puérile de consommation passive en attendant de devenir à peu près maître de notre rapport à elle. Vous seriez assez optimiste en fait. Ouais. Oui, le pire n'est pas forcément à venir, ou peut-être, oui. Mais sinon, effectivement, d'après vous, oui, quels sont les événements qui nous ont fait glisser dans cette société toutes les sociétés sont des sociétés de l'image, hein, je vous l'ai dit, mais qui nous ont fait glisser en tout cas dans ce que j'appelle un imaginaire sans imagination. Ouais. Ouais, ce serait la thèse de quelqu'un comme Jean-Claude Guilbault, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'il dit assez souvent. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait se dire, il y aurait la solution la plus simple, qui consisterait à dire, la télévision, en provoquant l'irruption massive de l'image mobile dans nos foyers, est devenue l'instrument de la fascination, qui devient d'ailleurs le point focal de nos salons, quoi, hein. C'est tous tournés, non pas les uns vers les autres, mais vers l'écran télévisuel. Le problème, c'est que la télévision est sans doute moins une cause qu'un symptôme.
et qu'un objet technique n'est jamais à lui seul capable d'une modification, il ne produit des effets qu'intégrés dans un système général. Je crois qu'il y a une grille de lecture qui est discutable sans doute, mais plausible, c'est celle que vous évoquez. C'est-à-dire qu'effectivement, l'injonction dans laquelle nous sommes pris, depuis au moins une trentaine ou une quarantaine d'années, bien après l'invention de la télévision, c'est vrai que c'est une injonction, pour faire vite, une injonction capitaliste. D'ailleurs, comment sommes-nous appelés à longueur de journée? Des consommateurs. C'est incroyable. Et ça ne choque strictement personne. Les politiques, comme les grands chefs d'entreprise, ne s'intéressent à nous que pour autant que nous sommes des consommateurs ou des électeurs, c'est-à-dire dans les deux cas des consommateurs d'images. Puisque pour consommer des biens marchands, il faut être, happé par des images, subjugué par elles, et pour consommer des processus électoraux, il faut céder bien évidemment à l'image qu'on tente de nous vendre. Ça veut dire que, au fond, la démocratie capitaliste, si vous voulez, dans un sens qui n'est pas, je n'utilise pas le mot capitaliste de manière péjorative en règle générale, mais au fond, a besoin de réussir à nous réduire à des consommateurs passifs susceptibles d'être facilement subjugués. Et donc, et on le voit bien d'ailleurs dans la façon dont évoluent, au passage, les programmes de l'éducation nationale depuis 30 ans. Ils n'évoluent pas dans le sens d'une formation de plus en plus riche aux textes, aux images, aux mythes, à l'histoire, aux grandes œuvres de la culture de manière générale. Ils évoluent de plus en plus dans le sens d'un consommable direct à peu de frais. Et là encore, je ne crois pas que ce soit du hasard. C'est qu'effectivement, je crois que ce qu'il s'agit de fabriquer, il n'y a pas forcément du cynisme derrière ça. Je n'irai pas chercher quelque chose comme un complot capitaliste derrière ça. Mais au fond, une sorte de pli qui est pris, et un pli qui fait que nous avons nous-mêmes complètement accepté l'idée que nous ne pouvons être nous-mêmes qu'en consommant ce que nous avons. Et que la prolifération des images, la standardisation des images, la mise en flux des images contribue avec beaucoup d'efficacité à fabriquer ce que j'ai appelé tout à l'heure l'homo democraticus, mais qui est au fond simplement la figure du consommateur, bien sûr. Oui ? C'est bien possible. Alors, c'est assez curieux parce que je crois vraiment que nous avons aussi perdu le sens de la discussion et que nous lui avons substitué celui du débat. Or, le débat contemporain, c'est quoi? Au fond, un débat politique, par exemple, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux personnages qui s'affrontent de manière extrêmement vive et forte, et le plus important, c'est d'abord qu'ils ne soient d'accord sur rien. Ce serait terrible qu'ils soient d'accord sur quelque chose. Là, celui qui se découvrirait qui est du même avis que l'autre, au moins sur un point, aurait l'impression d'y perdre s'il est mis en porte-à-faux. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire du débat? Eh bien, à la fin, vous allez avoir le petit vote par téléphone interposé pour savoir lequel a marqué le plus, qui a été le vainqueur du débat. On voit bien ici qu'un débat est un combat. C'est-à-dire celui, effectivement, dont l'image a su subjuguer davantage. Et donc, ce qui compte, ce n'est plus de construire un argumentaire qui vise la compréhension du réel, c'est de frapper l'imagination, et du coup, ce ne sont plus des intellectuels qui vont servir de conseillers spéciaux à nos débatteurs politiques, mais simplement des communicants, qui vont leur donner des images clés, une manière de travailler directement sur notre inconscient, et des débats dans lesquels la position et la couleur de la cravate
importe davantage que la précision de la pensée et du discours. Donc bien sûr, je crois que tout ça participe d'un même mouvement général. L'avantage du débat sur la pensée, c'est que le débat, ça va très vite. L'argument qui fait mouche parce qu'il frappe ou blesse est immédiatement efficace. Vous savez, parfois, bon, on ne me le fait plus trop maintenant, mais il y a quelques années, on me disait parfois, on me posait une question, puis si on essaye de réfléchir, de construire la réponse, de l'élaborer, parce que c'est compliqué, vous preniez quelque chose du genre, mais enfin, tu ne peux pas aller directement au fait, c'est quoi la réponse? Mais le problème, c'est que bien souvent, on n'en sait rien tant qu'on n'a pas pensé le problème et qu'on n'a pas pris la mesure de ce qu'il y a à penser. Or, le débat fait l'économie du travail de la pensée. Il ne s'agit pas de prendre au sérieux la question ou la critique de l'adversaire, il s'agit de le vaincre, c'est-à-dire de le convaincre. Enfin, non, de convaincre les autres, plutôt. Et pour cela, il faut le vaincre. Et du coup, c'est pas tellement qu'on est dans un monde sans imagination, c'est que l'imagination est en quelque sorte phagocytée par la puissance même de la communication. L'image n'est plus ce qui donne à penser, elle perd sa dimension symbolique, elle devient ce qui permet la manipulation psychique. Et là, bien évidemment, la régression est terrible. Mais l'intérêt politique rejoint ici l'intérêt économique. Je crois qu'il y a un enjeu qui est capital. Hein. On a l'impression dans notre espace politique que ce qui compte d'abord, c'est l'économie. Je ne sais pas si ça vous frappe autant que moi, mais un programme politique, c'est quoi en réalité? C'est un programme économique. Ça nous paraît évident aujourd'hui, hein, quand je dis des choses comme ça, on me dit, oui, enfin, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Mais c'est extrêmement récent dans l'histoire de notre humanité occidentale. Jamais un programme politique grec n'a été un programme économique, jamais. Ni au Moyen-Âge, ni au XVIIe siècle. Ça joue à partir du XVIe, XVIIe, en gros. Mais ce n'est plus que ça. Mais, or, la politique, c'est d'abord ce qui nous fait vivre ensemble dans un système de représentation partagée, sans lesquels il n'y a pas de valeurs communes possibles. Une politique authentique a besoin d'images et a besoin de s'inféoder à autre chose qu'un ordre économique. On ne peut pas réduire le politique à l'économique. La politique, c'est la culture, c'est la production d'un imaginaire commun, c'est l'ouverture d'un espace possible de vivre ensemble. Et ça ne passe pas seulement par la croissance économique ou le retour de la croissance. Et donc on voit bien du coup qu'il y a quelque chose de systémique dans toute cette histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la politique s'inféode à l'économie, l'imaginaire s'inféode lui-même au consumérisme. Pas vraiment moyen d'y couper, quoi. Oui, je vous en prie. Oui. Oui, il y a deux questions dans en une en quelque sorte, dans ce que vous dites là. D'abord, oui, à quel niveau est-ce jouable? Au niveau collectif, pas facile, bien évidemment, parce que justement, nos rapports à autrui sont tellement marqués par l'image que nous faisons de nous-mêmes et des autres, que, au fond, nos espaces de collectivité sont des espaces de rémanence de l'image, en quelque sorte. On n'y échappe pas. Très, très, très compliqué d'échapper à ce jeu de rapport autrui par image interposée. Et donc je crois que de toute façon, quoi qu'il en soit d'une action collective possible, que j'ai du mal à concevoir et à imaginer, hein, ça passe bien évidemment d'abord par une sorte de sevrage individuel. Voilà, quels sont les temps dans ma vie que je soustrais au pouvoir de l'image surmédiatisée, de l'image tyrannique, de l'image toute puissante, de l'image totalitaire? Comment j'opère cette soustraction ou cette distraction par rapport à l'image? Alors là, chacun de voir pour lui,
par la lecture, par exemple, par le silence, tout simplement. Certains diront par la méditation, d'autres diront par la prière, peu importe. Mais je crois que ce qui est important, c'est de se dire, voilà, quels sont vraiment les temps que je me donne qui ne seront pas livrés à la toute-puissance médiatique de l'image. Puis la deuxième chose, est-ce qu'on ne risque pas une sorte de mise à l'écart? Si, bien sûr. Mais justement, c'est ça qui est inquiétant, c'est que la peur de la mise à l'écart nous rende si timides. Plutôt faire partie d'un système qui réduit notre personne à une image, plutôt faire partie d'un système imaginaire, de rapport imaginaire à autrui, que d'essayer de construire un rapport vivant à autrui réel. Et là, je crois aussi, chacun d'entre nous est renvoyé à cette responsabilité, mais c'est très 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 difficile, moi autant que vous. Et c'est aussi difficile pour moi que pour n'importe lequel d'entre vous. Où est l'enjeu, quoi? Vous voyez, est-ce que le prix à payer, c'est pas une certaine mise à l'écart? Est-ce que le prix à payer, c'est pas éventuellement une certaine façon de passer pour un poisson volant, pour hors-norme, pour ringard, voilà, Alors, c'est important parce que c'est vrai que ce discours qui proclame l'obsolescence de ceux qui ne jouent pas le jeu est un discours très fort. Hein. C'est-à-dire que vous serez traité, bien évidemment, de réactionnaire, de ringard, etc. Mais peut-être, devant ce qui advient, peut-être qu'il n'y a pas urgence à ne pas être réactionnaire, après tout, un petit peu. Dernière intervention. Je vous en prie. Des raisons d'espérer? Oui. Oui. Je crois vraiment qu'il y a, je crois quand même qu'il y a des raisons d'espérer. Mais c'est bien. Merci de me laisser comme ça l'occasion de ne pas finir sur une note défaitiste ou pessimiste. Tout n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que, de toute façon, le monde qui est le nôtre n'est pas celui qui nous est arrivé malgré nous. Il est celui que nous avons façonné, volontairement parfois, par inadvertance ou par paresse quelquefois. Mais ce monde dans lequel nous vivons est le nôtre parce que nous avons contribué à le faire. Et quoi qu'on vous dise, ce que nous avons su faire, nous savons encore le défaire, et c'est-à-dire pour inventer peut-être aussi des manières nouvelles de vivre, de penser, de croire, etc. Et je crois que vous avez raison. Je ne suis pas sûr que ce soit la majorité des cas, mais assez nombreuses sont les entreprises qui se rendent compte que les vieilles recettes ont produit des formes d'aliénation qui, même pour des raisons pragmatiques, sont contre-productives. C'est-à-dire qu'au fond, à désespérer notre liberté, on risque précisément de produire les effets inverses de ceux que l'on recherche. Allez, de manière assez cynique, des citoyens désespérés par le conformisme absolu dans lequel ils sont engoncés risquent de perdre le goût même qu'on voudrait qu'ils aient pour pouvoir consommer. Et donc je crois que même si c'est un peu par cynisme ou par intérêt, au fond, le fait que vous soyez là, puis que vous ne soyez pas tous révoltés contre le discours que j'ai tenu, montre qu'après tout, ça fait encore sens, un discours critique d'un imaginaire sans imagination. Et que si ça fait encore sens, c'est que des consciences peuvent encore être touchées. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que vous et moi. C'est que d'autres consciences peuvent être touchées, d'autres chemins peuvent être effrayés, et qu'après tout, puisque l'image garde en elle ce pouvoir de construire nos intelligences, nous n'avons pas à nous détourner d'elle, mais à réinventer notre rapport à elle. Et à ce niveau-là, oui, on peut sans doute encore être un petit peu optimiste, sans doute. Merci à vous et très bonne soirée.